Derrière l'élégance du château d'Azay-le-Rideau se cache en réalité une histoire bien plus triste et tragique. Son premier propriétaire est passé du pouvoir à la ruine, puis, au fil des années, le lieu sera délaissé jusqu'à l'abandon. Avant de vous raconter plus en détail l'histoire et l'architecture du château, remontons le temps avec une anecdote. Nous sommes au XIIe siècle, lorsque Azay n'est qu'une forteresse protégeant la route de Tours à Chinon. Azay désigne un lieu situé près d'un cours d'eau ou dans un endroit humide sombre. Au XIIe siècle, les seigneurs du lieu portent le nom de Ridel. L'un d'eux, souvent cité comme Hugues Ridel, alors chevalier, possède la forteresse qui protège la route. Avec le temps, Ridel s'est vocalisé et transformé en Rideau. Les habitants s'appellent d'ailleurs toujours les Ridelois et Rideloises, référence directe à Ridel. En 1418, le destin du village bascule. Le roi Charles VII, en conflit avec les Bourguignons, ordonne l'incendie du château et du village, suite à une insulte d'une garnison bourguignonne qui aurait insulté le roi, le traitant de, je cite, « un reste de petit pâté de Paris ». Et pendant un siècle, en hommage à cet événement tragique, le village prendra le nom d'Azay-le-Brûlé. Nous sommes maintenant en 1518, sous le règne du roi François Ier, en plein cœur de la vallée de la Loire. Un homme du nom de Gilles Berthelot, alors trésorier du roi, entreprend de faire construire ici sa demeure avec l'aide de sa femme, Philippe Lesbailly. Étant souvent absent pour ses fonctions à la cour, c'est son épouse qui dirige le chantier au quotidien. Mais toute cette richesse affichée de manière ostentatoire par un bourgeois ne fut pas du goût de François Ier. En 1527, Gilles Berthelot est accusé de malversation. Son cousin est alors pendu. Berthelot s'enfuit pour échapper au même sort et meurt 2 ans plus tard. Le château, encore inachevé, est confisqué par le roi. Philippe Lesbailly tente en vain d'en obtenir la restitution, mais en 1535, le roi le donne à Antoine Raffin, alors capitaine de ses gardes du corps. Le château reste ensuite dans la famille Raffin, puis passe aux Vassé jusqu'en 1787. Mais c'est un château laissé à l'abandon et très dégradé, qui sera finalement vendu au marquis Charles de Biencourt, qui l'acquiert pour 300 000 livres. Au XIXe siècle, 3 générations de Biencourt entreprennent d'importants travaux de restauration. Ils y apporteront de profonds changements pour lui donner son aspect actuel. Ils font également ajouter au rez-de-chaussée un pavillon chinois, mais réalisant que l'harmonie du château ne tient plus, il sera alors détruit en 1860. Le château sera ouvert aux visiteurs dès le Second Empire, fait rare pour une propriété privée. Mais ruiné entre autres par le krach boursier de l'Union générale de 1882, et ne pouvant plus assurer l'entretien du domaine d'Azay-le-Rideau, Charles-Marie Christian de Biencourt, propriétaire depuis 1862, alors veuf et ayant perdu ses 2 fils, est contraint en 1898 de mettre en vente ce patrimoine. Tout le mobilier alors accumulé sera mis en vente ainsi que les œuvres d'art, dont les 300 portraits historiques, puis la demeure et ses 850 hectares de terre. C'est en 1905 que l'État rachète le château vidé et une partie du parc. L'ensemble est classé monument historique le même jour. L'escalier d'honneur est l'élément phare de la façade nord et marque l'accès principal à l'édifice. La porte d'entrée est ornée des initiales de Gilles Berthelot et de sa femme. Il s'agit de l'un des premiers exemples d'escalier à rampe droite en France qui soit intégré au centre du logis principal et non plus dans une tour accolée comme c'était le cas à l'époque médiévale.
Le plafond de l'escalier est orné de caissons à médaillons dont le décor évolue. D'abord des éléments végétaux, puis les portraits de reines et rois de France, et enfin des personnages à l'antique. Nous arrivons dans les combles qui ont résisté aux aléas du temps ainsi qu'aux incendies. Pour sa construction, François Ier accorde le droit d'abattre des chênes de la forêt royale de Chinon durant l'hiver 1518. Le soin apporté à la conception de cet ouvrage ainsi que la complexité technique de son assemblage révèlent le savoir-faire des compagnons et des maîtres charpentiers de la Renaissance. Utilisés comme greniers pendant toute l'époque moderne, les combles sont aménagés au XIXe siècle pour les domestiques. Depuis quelques années, les combles abritent une espèce de chauve-souris protégée, les grands murins. Lors de la restauration de la charpente de 2011, un plancher a été construit en hauteur spécialement pour les protéger. Nous arrivons dans la première chambre, qui est celle de Philippe Lesbailly, qui a été reconstituée en 2012 d'après un important travail fondé sur des études iconographiques, notamment pour la restitution des textiles du lit. Le lit présenté ici ne date pas de la Renaissance, mais du XIXe siècle. Il illustre le goût néo-renaissance en vogue vers 1840. Les tissus de soie pourpre, les étoffes de soie garnies de broderies et de passementeries à fil d'or et d'argent, ainsi que le chatoiement des couleurs témoignent du prestige du propriétaire. Élément central de la chambre, le lit est placé sur une estrade. Ainsi surélevé, il est protégé du froid du sol. Les murs sont recouverts par des nattes de jonc tressées. Cette technique de tressage manuel est d'usage au XVIe siècle, car elle permet d'isoler la pièce par temps froid et de conserver la fraîcheur en cas de température élevée. Dans la tour se trouve un meuble en noyer d'origine espagnole, doré de feuilles d'or et d'os. La garde-robe située entre les deux chambres est meublée par un coffre et un bahut. À l'image de leur souverain, les seigneurs ne vivaient jamais dans une seule résidence. Ils se déplaçaient régulièrement et leur château ne servait parfois que quelques mois, voire quelques semaines durant l'année. Ce coffre correspond au type de meuble utilisé pour transporter des affaires personnelles dans le cadre de voyages fréquents. La chambre de Psyché doit son nom aux 3 tapisseries en laine et en soie qui ornent les murs. Elle constitue un espace semi-public dans lequel Gilles Berthelot recevait ses visiteurs. Au XVIe siècle, la chambre est un lieu de vie multifonctionnel à part entière. Entre autres, on y dort, on y mange, on y travaille, on y reçoit et on s'y lave. Dernier élément à noter dans cette pièce, les tapisseries. Il s'agit d'un élément intérieur essentiel depuis le Moyen-Âge. Ce sont à la fois des éléments de décor, de confort. Elles permettent de s'isoler du froid, des courants d'air et du bruit. La grande salle est le lieu de réception du château par excellence. C'est la partie réellement publique dans laquelle le maître reçoit pour ses affaires et son plaisir des bals et des festins. Elle se distingue par ses dimensions exceptionnelles, 156 mètres carrés au sol et 6 mètres de hauteur de plafond. Cette salle est meublée comme au temps de Gilles Berthelot et de sa femme, Philippe Lesbailly. Elle est composée d'une imposante cheminée ornée de colonnes et de pilastres. Elle est décorée d'un trompe-l'œil peint datant des restaurations du XXe siècle. Il représente une salamandre, l'emblème de François Ier, ainsi que sa devise « Nustrico et extingo », je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais. Cela signifie « je fais régner la justice et je combats l'injustice ».
Nous arrivons dans l'antichambre. La fonction de cette pièce est de laisser patienter les invités que le Seigneur veut recevoir dans ses appartements privés. La galerie de portraits représente des rois de France comme Louis XII, François Ier, Henri II et Henri III. Face à la cheminée est représenté en pied les portraits de Louis XIV, Louis XIII et Henri IV. Puis, nous débouchons sur la chambre royale. La pièce est composée d'un lit à baldaquin du XVIIe siècle. Cette pièce, très lumineuse grâce à sa double exposition sud-est, est la plus grande chambre du château. Elle mesure environ 80 mètres carrés. Au mur sont accrochées les 2 tapisseries de la tenture de Renaud et Armide, tissées vers 1635 à Paris. Le petit secrétaire du XIXe siècle est en poirier noirci et plaques d'os gravées d'après des dessins de Jacques Callot sur la guerre de 30 ans. Pourquoi l'appelle-t-on la chambre royale ? Eh bien, lors de sa venue, le roi Louis XIII est accompagné d'une suite nombreuse. Le monarque arrive au château un jeudi et y demeure jusqu'au samedi. Son séjour est parvenu jusqu'à nous grâce au récit de son médecin. Ce dernier consignait tous les détails de la vie quotidienne du roi depuis sa naissance, notamment ceux se rapportant à son alimentation, son hygiène et sa santé. Il nous informe notamment de ses parties de chasse, de sa promenade sur l'Indre et du verre d'eau parfumé au sirop de cerise qu'il a bu avant de dormir. Puis nous descendons au rez-de-chaussée. Alors qu'au XVIe et XVIIe siècle, le premier étage est l'étage noble, celui réservé à l'habitation du seigneur, le XIXe siècle a investi les pièces du rez-de-chaussée. Les propriétaires du lieu, les marquis de Biencourt, ont aménagé ce niveau en espace de réception et en pièces à vivre. Ce salon a été restauré et un remeublement a été effectué en partenariat avec le Mobilier National entre 2015 et 2017. Les portraits encadrant la cheminée évoquent la très riche collection des marquis. Ils ont acquis un ensemble d'environ 300 peintures des XVIe et XVIIe siècles, plus particulièrement des portraits de grands personnages de l'histoire de France. Le décor du salon de style néo-renaissance est souligné par la grande cheminée massive et décorée d'une salamandre datant de 1856, par les boiseries et par le revêtement mural évoquant le cuir de Cordoue.
Dans la continuité du salon Biencourt se trouve la salle de billard. Elle est reliée au salon par 2 grandes portes de part et d'autre de la cheminée. Le jeu de billard est alors considéré comme une reconnaissance d'adresse, d'élégance et d'intelligence. Un petit traité publié en 1874 affirme « Un billard dans une maison particulière atteste que le propriétaire est intelligent, instruit et que ses idées sont à la hauteur du siècle ». Puis nous arrivons aux cuisines. Désignée comme garde-manger, elle sert à entreposer la vaisselle et le linge ainsi que les denrées alimentaires indispensables à la préparation des repas. Par ailleurs, les cuivres présents sont ceux ayant appartenu au marquis de Biencourt et acquis par le Centre des Monuments Nationaux pour le château d'Azay-le-Rideau. À l'origine, les sols de la cuisine, du couloir et de la dépense se trouvaient au même niveau que celui de la cour, évitant ainsi au personnel d'être vu par les seigneurs arrivant dans la cour d'honneur. Au XIXe siècle, ces 3 pièces ont été surélevées afin d'être au même niveau que les salons aménagés par les Biencourt. Au cours du XVIe siècle, la cuisine occupe une place centrale dans le château Renaissance et possède déjà le confort nécessaire. Et enfin, la salle à manger. Aménagée au XIXe siècle, c'est dans cette pièce que les marquis de Biencourt reçoivent leurs invités de marque au cours de dîners raffinés. La table est dressée avec le service de table du marquis, selon les usages du XIXe. Et c'est ainsi que cette visite d'Azay-le-Rideau se termine. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà visité ce château. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps.